Télévision Futur Média. Notre invité, c'est Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU au Mali. Bonsoir, Monsieur Tine, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, le M5 RFP vient d'organiser une manifestation. Au cours de cette manifestation, ils ont pris la parole pour dire, je cite, « Il ne s'agit pas de coup d'État. Les Maliens ont pris leurs responsabilités. » Alors, rassurez-nous, il s'agit d'un coup d'État ou pas? Bien sûr qu'il s'agit d'un putsch. Il est évident que c'est une démission qui a été arrachée, tout le monde le sait, dans des conditions tout à fait spécifiques. Maintenant, bon, mais eux, ils sont libres. Hein, vous savez, les hommes politiques, avec leur langage, on peut très bien les comprendre. Hein. Voilà. Alors, hier, lors de la visioconférence organisée par la CEDEAO, il y a deux positions qui se sont dégagées. L'une dirigée par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui évoque même la Cour pénale internationale, qui est pour la lourdeur des sanctions. L'autre entretenue par le président sénégalais et le Burkina Faso pour un allègement des sanctions économiques. Comment appréciez-vous ces deux positions qui se dessinent au sein de la CEDEAO? Je pense qu'il faut regarder d'abord le contexte malien aujourd'hui. Le Mali est extrêmement fragile. Et les conditions de sécurité se sont davantage dégradées, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso. Aujourd'hui, pratiquement, les seuls coins qui sont en orange, c'est Bamako. Kaï, Koulikoro, tout ça, c'est dans le rouge. Ce qui veut dire que le Mali, ce n'est pas une menace du Mali, c'est une menace régionale. Ce n'est pas une crise du Mali, c'est une crise régionale. Tous les aspects de cette crise, vous pouvez les voir sur toute l'étendue, sur toute la région. Vous avez la crise sécuritaire, c'est sur toute la bande du Sahel que vous l'avez. Vous avez la crise de la démocratie et la crise du, comment je l'appelle encore, du suffrage universel. Qu'est-ce qui a déclenché le problème au Mali? Ce n'est pas les élections législatives. Mais la crise du suffrage universel, vous l'avez au Bénin. Par exemple, depuis que Talon est arrivé, vous avez cette crise. Vous l'avez au Togo. Cette crise, vous l'avez anticipée pratiquement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Guinée, depuis quelque temps. Donc, l'ensemble de ces crises, ça veut dire tous ces ingrédients que nous avons, plus aussi la crise de la gouvernance, question de corruption et tout. L'ensemble de ces ingrédients, je vous assure, c'est comme si on était assis sur un volcan. Tout ça, ça peut créer une déflagration de la région. Pour ces raisons, il me semble aussi, pour des raisons tout simplement pragmatiques, il faut effectivement être extrêmement réaliste avec le Mali. Ça veut dire qu'il ne faut pas quand même administrer, si vous voulez, des remèdes qui risquent de tuer le malade et de tuer le reste du corps régional. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord. Et puis la notion de sanctions, ça doit être des sanctions ciblées. Est-ce que vous pouvez sanctionner des gens qui ne sont pas responsables, qui ne sont responsables de rien? Ça ne serait pas juste. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être réexaminer le concept de sanction quand les gens l'appliquent. On ne peut pas se réveiller et dire qu'on va sanctionner tout un peuple. Vraiment, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Et j'estime effectivement que ceux qui estiment qu'il faut ouvrir, parce qu'en réalité, quand on ferme les frontières, il n'y a pas que le Mali qui allait en souffrir. Hein. Le Sénégal, qui a beaucoup d'échanges avec le Mali, allait en souffrir. Et en plus, écoutez, les relations qu'il y a entre le Sénégal et le Mali, qui sont des relations d'histoire, qui sont des relations de géographie, de culture, font que, écoutez, il faut un minimum, je dirais, d'équilibre, un minimum d'empathie, et examiner quelles sont les raisons pour lesquelles, il faut le dire, ce coup d'État est populaire. C'est les sources profondes qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les militaires ils quittent leur garnison pour venir jouer les oraux et effectivement trancher, si vous voulez, un conflit qui était impossible à la limite. Ça veut dire qu'on continuait comme ça, on ne savait plus. Parce que vous savez, les djihadistes, c'est des gens qui analysent. C'est des gens qui souvent ont une longueur d'avance sur les États. Si bien que dès que vous êtes faible, dès que vous êtes divisé, immédiatement, ils s'infiltrent. Et puis, il y a quelque chose que moi j'analyse. Au moment où nous avons les problèmes de Bamako, tout le monde se penche sur Bamako. Mais il y a des choses à Gao.
Et moi, je suis à Gao, je sais ce qui se passe. Je sais les problèmes des communautés, les tensions communautaires qu'il y a là-bas. Si les gens ne font pas attention, ça va éclater. Donc, la question de l'unité même du Mali, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Donc, il faut une réflexion profonde pour voir comment on va créer une solidarité et comment on va créer une analyse pour dire quels sont les problèmes de la région, comment nous allons les régler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le protocole, il est très clair. C'est pratiquement notre constitution commune qui reconnaît, si vous le lisez vraiment, qui reconnaît la séparation des pouvoirs, qui reconnaît l'indépendance de la magistrature, qui reconnaît les problèmes de gouvernement, qui reconnaît les droits humains, qui intègre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais si on le respecte, ça marche. Maintenant, quels sont les mécanismes qui permettent vraiment de mettre en œuvre ces principes sur lesquels les États sont d'accord? Ce mécanisme-là, c'est la CEDEAO. Et c'est faible. Justement, vous étiez avec le président lorsqu'il était parti au Mali avec la CEDEAO, mais beaucoup de personnes pensent que c'est parce que la CEDEAO a échoué qu'il y a ce putsch-là. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Écoutez, il y a plusieurs phases à la CEDEAO. Il y a plusieurs phases également depuis le 5 juin. Voilà. Donc, moi, je salue d'abord l'obstination de la CEDEAO à revenir. C'est unique pratiquement dans l'histoire de la CEDEAO, les démarches qui ont été faites au Mali. Maintenant, qu'on pense il y avait un moment où la CEDEAO avait sorti les solutions sur lesquelles presque tout le monde était d'accord. Et c'est quand les gens sont partis pour voir le président qu'après, le président leur a dit allez voir la majorité présidentielle. Et c'est là aussi où les gens, effectivement, se sont encore radicalisés. Quand on a quitté Bamako, il y a Sud, avec Baye Omar Gueye, qui a reçu l'imam. Est-ce que vous avez écouté l'imam? Mais l'imam a tendu une perche, ici à Dakar, en disant que Ibeka a été élu démocratiquement. Nous ne cherchons pas à faire partir Ibeka. Ça veut dire que les solutions qui étaient là, c'était simple, hein, les gens voulaient changer un premier ministre, avoir un premier ministre de consensus, et puis faire une transition. Donc, les gens qui ont commencé depuis le 5 juin jusqu'au pratiquement 18 août, ils disent nous voulons le départ de Ibeka. Mais c'est une position de négociation. Il faut connaître aussi notre culture, hein, c'est une culture de Wakale. Oui. Alors, quand les gens se sont radicalisés pour dire écoutez, Ibeka ne partira pas. Pardon, Boubou Cissé ne partira pas. Les gens se sont radicalisés. Et bon, on a joué à qui perd gagne. Alors, c'est ça, maintenant les militaires sont arrivés, se sont préparés. Ça a été une surprise quand ça a commencé à Kati. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui connais depuis le matin, je dis c'est un coup d'état ça. Donc, et c'est arrivé. C'est arrivé aussi parce que ça c'est un échec à la fois de l'opposition, ça c'est un échec du pouvoir parce que les positions qui étaient inflexibles d'un côté et de l'autre. Bon, je me dis, la CEDEAO n'y pouvait rien. Mais en réalité aussi, la radicalité de la position de la CEDEAO n'a pas permis effectivement aux choses de bouger. Il faut bien le dire. Hein. Et effectivement, ça, la CEDEAO, il y a des nuances. Il faut bien connaître les nuances qu'il y a là-dedans. Il y a l'international socialiste, les gens qui font partie de l'international socialiste. Il y a également ce qu'on appelle l'international libéral. Il y a des gens qui sont dedans. Mais à l'intérieur, vous pouvez même trouver des fêlures. Mais également, il y a d'autres questions. Ça veut dire des parentés culturelles et linguistiques qui peuvent se retrouver, qui peuvent se soutenir. Je pense que toutes ces analyses-là, toutes ces contradictions qu'on trouve au sein même des chefs d'État, on les trouve dans la société. C'est pour ça que nous devons encore réanalyser notre région, regarder les petits trucs et voir comment on les règle. C'est pas pour... Mais à vous entendre parler, la CEDEAO a commis quand même 2 erreurs. La première, c'était de se radicaliser, mais la deuxième également, c'est l'embargo. L'embargo qui est de nature à exacerber la crise malienne. L'embargo n'a pas eu lieu. Parce que quand même la position qui a été défendue par le président de la République, c'est en réalité cette position qui est la position la plus raisonnable, qui est quand même la position que je dirais même populaire aujourd'hui au sein de la sous-région.
L'autre position, c'était une position d'une radicalité. Je pense que si on a toutes les informations, on peut se demander comment on peut. Ce pays est en guerre. Mais si vous allez faire une intervention militaire, vous allez créer la guerre civile. Mais moi, j'ai l'impression que Ouattara, entre guillemets, essaie de dissuader les personnes qui seraient tentées de le faire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une tautologie. C'est une tautologie. Il est évident que c'est très clair. Ouais. Comme disent les Wolofs. Hein. C'est très clair, ça se voit. Ouais. De mon point de vue, c'est ça. On parle du Mali. Mais le problème du Mali, pour moi, les difficultés commencent pour le Mali. Les difficultés, elles commencent pour le Mali. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour le Mali. Mais attention, il peut y avoir pire que le Mali. Et pour le moment, c'est audible, c'est visible, parce qu'aujourd'hui, vous avez la manifestation des femmes en Côte d'Ivoire, gazées, dispersées avec force. Alors qu'il faut respecter la liberté de manifester. En dépit de toutes les difficultés que IBK a eues, il faut bien reconnaître quand même qu'il y avait la démocratie. Ils ont permis aux gens de manifester. Et ce que j'ai remarqué, la dernière manifestation, c'était des véhicules médicalisés qui étaient là. Mais vous ne pouvez pas faire ça en Côte d'Ivoire. On a écarté des gens en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons aujourd'hui un contentieux préélectoral extrêmement lourd, extrêmement sévère dans cette partie de la région. Et on sait comment ça se termine. Personne n'oublie ce qui s'est passé en 2011. Personne n'oublie la Saint-Sylvestre de 99, quand Gueye a pris le pouvoir. Et comment aussi il l'a apprécié. Je pense qu'il y a les VAR là que les gens font, c'est ça qui est très intéressant. Qui disait que c'était la révolution des œillets. C'est lui-même qui le disait aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit qu'il faut attaquer les autres. Donc, il me semble qu'il faut avoir le courage au niveau de la CEDEAO de dire il faut anticiper, demander à la Côte d'Ivoire de reporter les élections, d'organiser un grand débat national pour que les gens soient d'accord et un consensus sur les modalités d'organisation des élections. Il faut aller en Guinée-Conakry. Là aussi, ça fait depuis 1 an. On a vu comment le référendum s'est passé, comment les élections législatives sont passées. Pas mal de gens ne sont pas dedans. Là aussi, c'est une bombe à retardement. Tout le monde le voit. Il y a presque 90 personnes qu'on a tuées depuis 1 an. Donc, et puis, on est totalement impuissant. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UNOA, il faut appeler les choses par leur nom. Parce que ça aussi, nous sommes experts indépendants, bénévoles. Nous ne sommes pas payés par les Nations Unies. Donc, nous avons la liberté de penser, de dire ce qui ne va pas. Donc, ça ne va pas en Guinée. Donc, aujourd'hui, il faut se mobiliser, l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations Unies, pour aujourd'hui aller traiter quand même ces grands malades que sont la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et maintenant aussi, il faut bien le dire. Mais nous aussi, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, hein, parce que le 3e mandat n'est pas encore évacué ici au Sénégal. Bon, là, alors, attendons que les choses soient claires pour moi. De toute façon, les gens qui sont les pourfendeurs des 3e mandats, on les connaît. Et nous allons sortir encore une fois, je vous ai dit, notre rapport sur ces crises. C'est des pathologies. C'est des pathologies sur lesquelles encore nous n'avons pas encore les possibilités de trouver les traitements. Nous n'avons pas les mécanismes qu'il faut. Et c'est paradoxal, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où à la fois les mécanismes de résolution des crises au plan international sont en panne, l'ONU est en panne, qu'on le veuille ou non, l'Union africaine est en panne, et on connaît les raisons. L'Union africaine, dans les années 2000, vous prenez l'Union africaine et la CEDEAO. Moi, je suis en colère parce que, en réalité, c'est tout ce qu'on appelle les traités là. Dans les années 90, c'est nous qui étions dehors, qui travaillions pour qu'on ait la Commission africaine des droits de l'homme, pour qu'on ait ces traités. On a travaillé avec l'Union africaine pour avoir vraiment aussi la charte de la démocratie et de la gouvernance. Mais avec des présidents qui étaient là, les Tissano, qui sont partis, les Alpha Oumar Konaré, il faut quand même leur trouver un chapeau. Dès qu'ils sont partis, ceux qui ont profité de l'alternance, ça veut dire le travail que nous avons fait, militant que nous avons fait, aujourd'hui, ils veulent saboter la démocratie et mettre le feu dans la région. Il faut le dire. Ça demande la mobilisation de tout le monde. Il ne faut pas dire, oui, les Alioune-Tine, la société civile, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est tous les démocrates et tous les citoyens de la CEDEAO, que ce soit les journalistes, pas là, mais Alioune, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais je dis, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, madame? Vous aussi. C'est les opérateurs économiques.
Mais M. Tine, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire à ce stade? Au-delà de sortir des communiqués pour dénoncer, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est un président qui a été élu démocratiquement en 2018. Là, il est renversé par un coup d'État. À ce stade des événements, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire concrètement? Engager une réflexion sur ses propres faiblesses. Et ça, c'est absolument nécessaire. Nous sommes à un moment de l'histoire où il faut engager la réflexion sur qu'est-ce qui fait effectivement les faiblesses des mécanismes de résolution des crises. Ça veut dire qu'il faut regarder la maladie ou mettre carrément la CEDEAO dans un scanner, dire voilà les problèmes et qu'on s'assoie ensemble. Ce n'est pas par exemple quelqu'un qui va se dire écoutez, machin, quelles que soient ses capacités intellectuelles, mais il faut qu'on se mette ensemble, qu'on regarde notre région, qu'on essaye de regarder, comment dirais-je, de voir où se trouvent les problèmes, et nous le savons. Nous avons comme solution tout le temps que les gens sortent dans la rue. Mais il faut que les gens peut-être sortent dans la rue, mais pas pour renverser un régime. Aujourd'hui, nous avons plusieurs façons de renverser un régime. Vous savez, les coups d'État militaires, c'est bruyant, c'est visible, c'est spectaculaire. Vous avez les films sur les arrestations et tout ça, c'est comme du cinéma. Tout le monde le voit. Mais par exemple, vous êtes au pouvoir, mais vous pouvez organiser un coup d'État. Quand vous organisez des élections et vous trichez pour les élections, vous faites tout pour rester au pouvoir. Quand vous organisez des élections, vous éliminez les adversaires qui sont gênants. Quand vous organisez les élections, effectivement, vous infectez le fichier électoral. Mais écoutez, c'est un problème. Maintenant, quand vous n'avez plus la possibilité de postuler pour un autre mandat, parce que de mon point de vue, jusqu'ici, c'est pour ça que moi je mets au défi les constitutionnalistes, parce que nous également, nous avons la capacité, comme on dit, de décrypter. Nous sommes des sémiologues. Mais le groupe de mots, troisième mandat, n'existe dans aucune constitution. Dites-moi, dans quelle constitution ce groupe de mots existe? Mais sur la base de spéculations intellectuelles, souvent très tordues, qu'on se commence à se dire, mais voilà, c'est comme ça. Mais ça aussi, ça veut dire que quand vous habillez juridiquement ou constitutionnellement un coup d'État, c'est un coup d'État. Donc il nous faut aussi toutes ces mauvaises pratiques, les mettre de côté, parce que ça crée l'instabilité, ça crée les violences politiques. Et effectivement, ça crée des conflits, des fois des conflits extrêmement violents. Et avec toutes les ressources dont nous disposons, dont la première, c'est notre jeunesse. Si vous regardez le coronavirus, mais pourquoi nous sommes solides par rapport au monde? C'est à cause de la jeunesse de l'Afrique. Une question, M. Tine. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO, qui s'érige en donneur de leçons, est habilitée entre guillemets à le faire? Il y a le cas Ouattara qui va briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle ivoirienne. On a vu lors de la visioconférence que c'était tendu entre Ouattara et Umaro Sissoko Embalo et qui a carrément dit que le troisième mandat constitue un coup d'État. Mais madame, moi je suis au-delà de votre question. J'ai dit nous avons des problèmes et il faut les anticiper. Donc nous, en réalité, notre travail consiste à mettre la pression sur la CEDEAO pour qu'en fait, renforcer la CEDEAO, renforcer ses capacités pour que la CEDEAO, quand elle arrive dans un pays avec le soutien pratiquement de toute la communauté, qu'elle puisse régler les problèmes. Avant, effectivement, que ça n'éclate et que ça prenne des proportions qui mettent en danger toute la sous-région. Et ça, c'est une responsabilité collective. Mais comment renforcer comme la CEDEAO? Parce qu'on se rend compte que toutes les décisions sont prises par les chefs d'État, en fait. Vous savez, il n'y avait pas de, comme on dit, ce qu'on appelle la Commission africaine des droits de l'homme, ni la charte africaine. Mais c'est un travail qui a débuté dans les années 60, qui est arrivé jusque dans les années 90. Ceux qui l'ont fait, c'était les Kebambaï, qui ont pu parler à des États. C'est les Adamadjiens. Adamadjiens est là. Ils sont partis aux Nations Unies. Mais aujourd'hui aussi, il nous faut avoir la capacité aussi d'avoir des gens qui sont capables de mettre la pression quand il le faut, mais de faire la diplomatie, y compris souterraine quand il le faut, pour essayer de persuader. Parce que tout n'est pas mauvais à la CEDEAO. On ne peut pas mettre effectivement dans le même panier tous les chefs d'État. Maintenant, comment il faut organiser une grande alliance avec toutes les bonnes volontés pour essayer de voir comment nous allons traiter ensemble notre sous-région. C'est ça la situation. Mais se lamenter et puis dire à la CEDEAO, ça va. Il nous faut une réflexion pour dire, voilà, si on fait ça pour la CEDEAO, ça marche. Nous avons des textes qui sont bons, qui ont été signés, ratifiés par nos leaders,
on va leur dire, mettez un mécanisme qui permette. Parce qu'on peut le voir très, très simplement. Vous êtes président de la CEDEAO. Maintenant, comment faire pour que la commission de la CEDEAO soit une commission d'experts, de gens indépendants, qui ne soient pas politisés? Ça veut dire qu'ils sont capables d'agir et de se faire obéir. Et c'est ça qui est important. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de dire au Mali, les militaires, vous êtes sortis, tiens, voilà, maintenant, on va vous sanctionner. Mais les gens qui ne respectent pas la Constitution, mais il faut les sanctionner. Les gens qui font des élections, qui sont des élections frauduleuses, les gens qui tuent, qui gazent, mais il me semble que tout ça aussi, c'est tout l'espace de la CEDEAO. On ne peut pas rester indifférent par rapport aux violations graves des droits de l'homme. Quelqu'un qui ne respecte pas la liberté d'expression, tu parles, on te frappe. Mais ce n'est pas normal. Mais maintenant, c'est une mobilisation collective que ça demande. Une mobilisation collective avec toutes les bonnes volontés, qu'ils soient chefs d'État ou vendeurs de tchaf. Pour nous, il faut qu'ils se mobilisent pour dire notre région est en danger et il faut qu'on se lève et il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on agisse pour y mettre un terme. D'autres l'ont fait quand il y avait les coups d'État, quand il y avait les régimes, comme on dit, d'éternité, si vous voulez, au pouvoir. Mais c'est ça qui a tendance à revenir. Le troisième mandat, ce n'est pas un troisième mandat, c'est un régime d'éternité au pouvoir. Donc tout cela, il me semble qu'il faut que nous, société civile, qu'on s'organise, démocrates, qu'on s'organise, opérateurs économiques, qu'on s'organise. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques puissent faire du business avec ça. Sinon, on va inciter les gens à faire du business sale. Et ça aussi, ça affaiblit les États. Et là, ça aussi, nous le voyons. Quand un État est faible, mais il est infiltré aussi par la criminalité internationale. Et ça, nous le voyons dans nos différents pays. Donc, nous avons intérêt à nous mettre ensemble dans la sous-région. Vous, madame. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du rétablissement de IBK, une des exigences de la CEDEAO? Est-ce possible de les rétablir dans ces droits et dans ces fonctions? Ça c'est pas réaliste non plus. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les phrases performatives. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les actes de discours. Parce que quand tu dis « je démissionne », au moment où tu dis « tu démissionnes », tu as démissionné. C'est ça un acte de discours. Même si c'est par la contrainte. Ça, quand tu arrives à la télévision, écoutez, moi je ne veux pas qu'une seule goutte de sang. Ça aussi, ça fait partie des aspects très positifs qu'on peut trouver chez IBK. IBK, c'est un humaniste. Merci beaucoup, Alioune Tine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Alioune Tine, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert indépendant de l'ONU au Mali. Merci à vous, Daouda, qui m'avait accompagné durant cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de la TFM. On se retrouve